Bonjour, je suis le professeur Brahimi de la faculté de médecine de l'Université Maud Mamri de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur l'amébiose. C'est un cours qui s'adresse aux étudiants de quatrième année médecine, module de maladies infectieuses. L'amébiose, comme vous le connaissez, vous connaissez déjà le terme, vous connaissez la parasitose, puisque on s'appuie sur les acquis de la troisième année médecine quand vous avez fait en sémiologie ou bien en parasitologie, pardon, quelques parasitoses, vous les avez étudiées. Donc, c'est pas de l'inconnu pour vous. On essayera donc de voir sur le plan clinique qu'est-ce que c'est qu'une amébiose. Nous allons définir l'amébiose comme étant une parasitose. Donc, c'est une infection parasitaire due à un protozoaire Entamoeba histolytica. Un protozoaire, donc, c'est un parasite unicellulaire. Donc, qui a une forte incidence. C'est une maladie liée directement au péril fécal, comme toutes les maladies infectieuses, la majorité des maladies infectieuses dans les pays en voie de développement, donc liées à l'hygiène publique et l'hygiène individuelle. Ce qui peut être grave, c'est une maladie qui peut être grave parce qu'il y a un pouvoir pathogène lié à la capacité d'invasion de ce germe au niveau tissulaire. Donc l'amébiose, c'est un état. Pourquoi on l'appelle amébiose par rapport au terme d'avant amébiase? L'amébiose, c'est un état dans lequel l'organisme héberge un améba histolytique, avec deux possibilités de manifestation clinique. Soit nous avons une amébiase intestinale, soit une amébiase hépatique ou tissulaire, même à d'autres organes. Sur le plan épidémiologique, le parasite est le protozoaire Entamoeba histolytica. C'est un parasite spécifique du côlon humain qui existe sous deux formes morphologiques, la forme végétative et la forme kystique. La forme végétative, ou ce qu'on appelle trophozoïde, qui est une forme fragile, qui a une propriété protéolytique très pathogène et une propriété hématophage, donc qui héberge des hématies et qui envahit aussi la paroi colique avec possibilité de diffusion sanguine et de diffusion tissulaire. C'est un micro-organisme de 20 à 40 microns de diamètre, micromètres de diamètre. Donc, la forme kystique, c'est une forme immobile c'est une forme de contamination qui existe dans le milieu extérieur. C'est une forme aussi de résistance du parasite dans le milieu extérieur. Qui dit parasite dit donc le réservoir. Le réservoir, c'est l'homme. L'homme qui est le seul réservoir. On ne connaît pas donc d'équivalent d'amébiase chez l'animal. Il n'y a pas de vecteur animal. Le cycle parasitaire est simple et tout simple. Il ne fait intervenir aucun intermédiaire, aucun autre hôte. Donc, après ingestion de kystes qui viennent du milieu de la souillure de nos aliments ou bien de nos mains par le milieu extérieur, le parasite va pénétrer dans l'intestin et il va se transformer en forme végétative. Cette forme végétative qui est pathogène, donc il va envahir la paroi intestinale et parfois par le transporte envahir donc le poumon et le premier relais c'est le foie et puis le poumon et même exceptionnellement nous avons décrit des cas donc d'envahissement cérébral. Toujours sur le plan épidémiologique, la transmission, c'est une maladie du péril fécal, donc elle est liée à l'hygiène des mains, c'est la maladie des mains sales, et des aliments et de l'eau souillée par les kystes. Elle existe beaucoup en région tempérée, la contamination, elle est interhumaine. La contamination, pardon, interhumaine a été décrite en cas d'homosexualité masculine
masculine, donc elle a été décrite dans certaines régions du monde. Donc sa fréquence, elle est cosmopolite, elle existe partout, dans tous les climats, sous tous les climats. Elle peut atteindre tous les âges de la vie, donc adultes comme enfants. Elle est beaucoup prévalente dans les pays en voie de développement, dans les régions intertropicales. Elle constitue, donc elle est liée surtout aux problèmes d'hygiène en général. En Algérie, ça a été aussi décrit, elle sévit à l'état endémique, il y en a tout le temps, mais on la recherche pas souvent. Donc, on la recherche pas souvent dans les selles et au niveau des suppurations. Donc, la mortalité, selon l'OMS, c'est 40 000 à 100 000 cas par an dans le monde. C'est dire, c'est montrer du doigt aussi son potentiel de gravité. Donc, sur le plan physiopathologique, on a déjà dit que la forme végétative, elle est invasive. Donc, elle envahit la paroi intestinale et elle est hématophage. Donc, elle contient en son sein donc des hématies. Elle est hématophage. Donc, toujours sur le plan physiopathologique, l'entaméba minuta est libéré par l'ingestion de la paroi des kystes. Après ingestion de cette paroi, il y aura libération de l'entaméba minuta. Donc, ça va donner de l'amébiose infestation. Cette entaméba histolytica minuta peut devenir invasive. Il y aura des formes invasives végétatives, c'est la forme végétative, d'amibes hématophages de taille plus grande que minuta qui va réaliser l'amébiose maladie. L'amébiose maladie. Donc, sur le plan anatomo-pathologique, Entaméba histolytica va envahir la muqueuse colique. Elle va générer des ulcérations et des micro-abcès sous-muqueux en bouton de chemise, ou bien on parle de coups d'angle comme étant des coups d'angle enfoncés dans la muqueuse. C'est ce qui a été décrit quand on fait la rectoscopie, quand on réalise la rectoscopie à visée diagnostique ou bien pour des besoins de biopsie. Donc, ces lésions, le plus souvent, siègent au niveau du cécum et du sigmoïde. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bipolaire, de douleur bipolaire. Le malade, il a mal au niveau du cécum et du sigmoïde. Rarement, elle peut atteindre tout le côlon dans les formes malignes, dans les formes extensives. Donc, la migration vers le foie est possible par le tronc porte et à partir du relais hépatique, ça peut migrer aussi vers le poumon. Donc, sur le plan clinique, nous allons décrire l'amébiose colique et l'amébiose hépatique, essentiellement. Donc, pour l'amébiose colique, nous allons prendre comme la forme typique, c'est la forme dysentérique que tout le monde connaît, qui est très typique. Dysentérique, elle est dysentérique aiguë parce que elle réalise la triade de la dysentérie. Donc, cette forme, elle est apéritique. Cette triade va comprendre les épreintes, les ténesmes et la diarrhée que nous allons décrire sur le plan sémiologique. Qu'est-ce que c'est que les épreintes? Les épreintes, ce sont des douleurs abdominales, d'abord localisées au cécum et sigmoïde, puis vont se généraliser à tout le cadre colique avec des crises paroxystiques qui vont céder à la défécation. Les ténesmes, par contre, ce sont des douleurs, des tensions douloureuses au niveau de l'anus avec sensation de brûlure et envie constante d'aller à la selle, mais cette tension apparaît avant et après évacuation du rectum. Donc, c'est les faux besoins, c'est ce qu'on appelle les épreintes et les ténesmes, ça réalise des faux besoins. Donc, la diarrhée, elle est de 2 à 10 par jour, elle est variable, elle est afécale, elle est gléro-sanglante. Ce qui caractérise ce syndrome dysentérique, c'est la glaire et le sang. C'est ce qu'on appelle le crachat rectal sans pu. C'est pas une suppuration, mais c'est de la glaire et du sang. D'ailleurs, le malade sait très bien décrire cet état gléro-sanglant. Donc, par contre, les signes généraux dans cette forme,
dysentérique reste conservé. Il n'y a pas de fièvre chez ce patient et il n'y a pas de déshydratation parce que quand même la diarrhée n'est pas profuse. Dans les autres formes cliniques de l'atteinte digestive toujours, de l'atteinte colique, donc la diarrhée aiguë ou subaiguë, plusieurs selles par jour, pâteuses, parfois glaireuses, parfois des douleurs abdominales, mais il n'y a toujours pas de fièvre. Donc ça prête à confusion avec les autres étiologies de diarrhée aiguë. La forme fébrile contient de la fièvre associée à ce syndrome dysentérique. On parle en général de l'association de l'infection par la shigellose. Voilà, donc comme les formes graves, donc on a vu les formes moins graves que ce qu'on a décrit, on va voir les formes plus graves que ce qu'on a décrit, c'est la mébose maligne. Elle est rare, heureusement d'ailleurs, les lésions étendues, elles sont étendues à tout le côlon, ça donne des hémorragies digestives et ça donne parfois des perforations gravissimes qui nécessitent des interventions chirurgicales d'urgence. Ces formes nécrotiques aiguës surviennent en général sur des terrains d'immunodépression, de la grossesse et surtout de malnutrition qui est le plus souvent associée dans les pays en voie de développement. Les formes pseudo-tumorales, elles sont aussi rares. Ça réalise des tumeurs inflammatoires, ce qu'on appelle l'amébome, et cliniquement, c'est un syndrome subocclusif. Il n'y a que l'intervention chirurgicale parfois avec l'étude anatomopathologique qui nous permettent de distinguer ces formes pseudo-tumorales. Donc, la colopathie postamibienne a été décrite, c'est des lésions séquelaires par des lésions, toutes ces lésions au niveau du côlon, surtout si elles se font de façon répétée. Ça laisse un côlon malade, un côlon donc avec de la fibrose et ça donne donc des symptômes digestifs simulant une colopathie fonctionnelle. En fait, c'est des séquelles de l'amibiase colique. Donc, pour l'amibiase hépatique, donc la deuxième manifestation clinique, l'amibiase hépatique, c'est une forme, donc c'est une atteinte dans sa forme typique. Elle réalise une hépatomégalie douloureuse fébrile de début brutal ou progressif, fébrile à 39 parce qu'il s'agit d'une suppuration et une hépatomégalie douloureuse à l'ébranlement dès qu'on touche l'hypocondre droit. L'abcès, s'il est à développement supérieur, ça va donner un syndrome phrénique, un point douloureux exquis au niveau de l'espace intercostal droit. L'évolution sous traitement, si on traite bien cet abcès amibien, et elle est favorable. La fièvre et la douleur vont disparaître en 3 jours. La CRP va diminuer de moitié en 10 jours. L'échographie hépatique va se normaliser en 1 année. Les sérologies vont se négativer en 3 à 12 mois, 1 année. Donc, l'évolution en l'absence de traitement, s'il n'est pas traité, s'il n'est pas diagnostiqué et traité, cet abcès hépatique, s'il y a de nombreuses collections, ça va réaliser des ruptures. Les ruptures, donc, elles sont toujours graves dans les espaces, dans les séreuses. Donc, on pourra avoir donc un drainage au niveau bronchique, au niveau biliaire, et ça fait des tableaux cliniques très, très gravissimes. Donc, voilà quelques images radiologiques concernant l'amibiase hépatique. Au téléthorax, on peut déjà parler d'un dôme hépatique qui est touché, donc avec cette image en brioche réalisée donc au niveau sous-phrénique. La tomodensitométrie hépatique ou bien abdominale va nous faire le diagnostic de cet abcès en montrant des zones hypodenses parenchymateuses, qui nous permet d'ailleurs, les échographies et les tomodensitométries nous permettent actuellement de réaliser des ponctions radioguidées
de ces abcès qui nous permettra de faire certainement le diagnostic étiologique en retirant du plus chocolat, mais malheureusement, l'amibe ne se trouve pas toujours présent. Les autres formes hépatiques qui peuvent aller de la fièvre isolée qu'on va découvrir quand on va explorer les étiologies, rechercher l'étiologie de cette fièvre isolée. Donc, on va faire de l'imagerie et on va découvrir cette connexion. Et ou bien sous forme d'hépatomégalie isolée, la même chose. Donc, on va faire de l'exploration de cette hépatomégalie. On va découvrir cette connexion aussi. La forme ictérique peut se voir si, dans 10% des cas, les voies biliaires seront compressées par ce volumineux abcès hépatique. Donc, il y aura de la cholestase, il y aura de la bile. Par contre, les formes compliquées, elles sont rares, mais elles peuvent se voir par rupture, migration vers les organes voisins. On peut avoir une pleuropneumopathie, un péricarde qui est touché ou bien une forme cutanée. On peut avoir donc de l'amibiase cutanée par fistulisation de l'abcès au niveau de la peau. Ça a été décrit par la littérature. Donc, le diagnostic positif, une fois qu'on a évoqué, nous avons besoin d'arguments pour donc la certitude, notre certitude diagnostique. Par argument épidémiologique, on va retrouver une notion de séjour en zone d'endémie, de pays en voie de développement. On peut avoir des arguments cliniques si on sait très bien reconnaître un syndrome dysentérique par notre interrogatoire minutieux du patient dans l'amibiase colique. Et bien sûr, en retrouvant un autre examen clinique, en retrouvant une hépatomégalie douloureuse à la palpation, en plus fébrile, là, on doit évoquer une suppuration profonde. Eh bien, donc, les arguments biologiques vont venir pour nous orienter en trouvant une formule numération sanguine qui va nous montrer une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, un syndrome inflammatoire positif avec une CRP toujours supérieure à 100 et des arguments radiologiques, ce qui va nous inciter à faire de la radiographie. Donc, en faisant un téléthorax, on va retrouver une surélévation de la coupole diaphragmatique droite, un tombement de cul-de-sac post-diaphragmatique. Si on fait une échographie hépatique ou hépatobiliaire, on va retrouver une ou plusieurs formations lipidiennes arrondies de taille variable, souvent le lobe droit. Dans certains cas, ça sera complété par une tomodensitométrie, donc un scanner abdominal qui va nous confirmer l'absence de l'abcès. Parfois, l'échographie n'est pas suffisamment renseignée pour nous faire la différence entre une tumeur et en pratique, c'est des problèmes qu'on rencontre en pratique. Ça reste toujours un diagnostic différentiel entre une tumeur ou bien une collection. Donc, on complétera par une TDM qui va nous dire qu'il s'agit bien d'une collection du dôme, le plus souvent du lobe droit, et ça nous permettra aussi, cette imagerie, d'effectuer une ponction radio guidée. Par contre, pour la confirmation diagnostique, pour la certitude concernant la libiase colique, nous avons l'examen clé, c'est l'examen parasitologique des selles qui doit être fait à l'état frais, donc dès l'émission des selles. L'analyse doit être faite rapidement et de façon répétée pour isoler l'amibe mobile. On va retrouver l'amibe mobile et hématophage. La rectoscopie qui n'est pas systématique, mais on peut être amené à la faire devant un diagnostic différentiel. On va retrouver des ulcérations muqueuses en coup d'angle, comme on les a montré tout à l'heure. La coproculture est toujours utile parce qu'on va rechercher, surtout en cas de fièvre, on va rechercher les bactéries associées à cette dysentérie amibienne, notamment la Shigellus. Pour ce qui concerne la confirmation de l'amébiose hépatique,
L'examen parasitologique est peu contributif dans ce cas-là. Il est le plus souvent négatif à cette phase. Donc, la phase intestinale étant passée, donc il n'y a pas de germes dans les selles. Par contre, la sérologie peut confirmer le diagnostic à partir du 7e jour de la fièvre. Elle est très positive. On peut rechercher aussi les antigènes amibiens quand ça nous arrive de ponctionner cet abcès et on va rechercher l'antigène amibien dans le liquide d'abcès. Concernant les diagnostics différentiels, il s'agit d'une diarrhée qui peut être aiguë, avec, en l'absence surtout du syndrome dysentérique typique. Nous pouvons évoquer d'autres étiologies de ces diarrhées, les entérocolites bactériennes. Là, c'est la coproculture, c'est pour ça qu'elle doit être systématiquement associée à la parasitologie des selles. Dans les diarrhées chroniques, nous pouvons évoquer la giardiose, la cryptococcose, le cryptospora. La recherche doit être spécifique, orientée selon le contexte clinique et épidémiologique. Devant un syndrome occlusif, c'est tous les adénocarcinomes du côlon, la tuberculose iliocécale qui doit être évoquée, mais la coloscopie est indiquée dans ce cas-là et bien sûr complétée par la biopsie dans la mesure du possible. Quand on est devant un gros foie fébrile, les abcès apiogènes sont des diagnostics différentiels possibles à streptocoque, surtout mélérie, qui peut être présent dans le foie. Là aussi, c'est les données de la ponction de cette collection et l'analyse bactériologique qui nous permet de trancher entre les deux éventualités. Pour les tumeurs de l'hypocondre droit, le cancer primitif du foie, les kystes hydatiques, là aussi, c'est les sérologies pour les kystes hydatiques, la biopsie sous-guidée qui va nous permettre de faire le diagnostic de ces tumeurs. Concernant le traitement, donc une fois qu'on a évoqué le diagnostic, qu'on a confirmé, qu'on l'a évoqué et on l'a confirmé, ou bien avant la confirmation de certitude, quand on pense à l'amébiose, le traitement antibiotique étant simple, il est disponible, facilement mis en œuvre. Donc, le traitement étiologique, ça reste les amébicides de contact et les amébicides diffusibles. Concernant les amébicides de contact non absorbables qui ont certaines indications, telles que donc le tiliquinol, tibroquinol, qui est l'intétrix, tout le monde connaît l'intétrix. La médecine générale le prescrit beaucoup, à raison de 2 gélules 2 fois par jour. Et puis, l'amébicide diffusible, il y en a beaucoup, les nitroimidazolés qui diffusent dans les tissus. Nous avons donc le métronidazole, le flagyl, le chef de file, le plus connu, le plus utilisé et le seul d'ailleurs. Le timidazole, le fascigine, le secnidazole, le secnol, l'ornidazole, le tibéral. C'est des molécules qui sont connues de longue date, mais nous n'avons pas de problème de résistance, de problème d'intolérance avec le métronidazole. Il est aussi anti-anaérobie, donc il est l'antibiotique ou bien je dirais l'antiparasitaire le plus largement utilisé, d'autant plus qu'il a une excellente action anti-anaérobie. Donc, ça nous permet, devant les collections, avant même de faire le diagnostic étiologique, microbiologique, ça nous permet de couvrir un large spectre donc de micro-organismes avec le métronidazole. Donc, le flagyl, il est utilisé, le plus utilisé dans cette situation. Chez l'adulte, on le propose à une dose de 1,5 g par jour. Chez l'enfant, à raison de 30 mg kilo jour. Les indications de ce traitement, donc dans les pays en voie de développement, quand on isole au niveau des selles l'Entamoeba histolytica minuta ou bien les formes kystiques, on se limitera à
l'amébicide de contact de type N-tétrix pendant 10 jours. Par contre, si on a affaire à un syndrome dysentérique, nous devons associer, donc, donner pendant 7 jours, du flagelle pendant 7 jours. Pour l'amibiase hépatique, le flagelle sera donné pendant 10 à 14 jours avec bien sûr des contrôles radiologiques, échographiques notamment pour ces collections et aussi un drainage chirurgical. Parfois, on donne associé à l'intétrix pour éviter les rechutes stérilisées, ce qui est au niveau de l'intestin. Concernant le traitement symptomatique, il est indiqué dans les formes malignes de l'amibiase colique. Donc, ce sont des mesures de réanimation quand nous avons une nécrose, la forme nécrotique de tout le côlon. Et puis, c'est une forme hémorragique qui peut s'accompagner de perforations coliques. Donc, nous devons hospitaliser le patient en réanimation et nous devons faire un traitement chirurgical au niveau colique. Donc, l'antibiothérapie à large spectre sera associée parce que dans ces situations, les autres bactéries peuvent aggraver la situation. Pour l'amébiose hépatique, il faut donc faire des ponctions de l'abcès éco-guidées. S'ils sont volumineux, compressifs, mais parfois même sans ça. Donc, on ponctionne l'abcès en radio guidée. On fait plus de la chirurgie pour des collections hépatiques actuellement. Donc, ça nous permet aussi de faire le diagnostic étiologique quand on ponctionne, on analyse le liquide de la ponction de l'abcès. Nous pouvons aussi aider le patient avec des antalgiques s'il a très mal. En général, quand le traitement est bien conduit, le traitement précoce, bien conduit, l'évolution étant favorable. Sur le plan préventif, donc le traitement curatif, on le met à titre individuel, mais nous devons toujours donner des conseils aux personnes qui se rendent dans les pays en voie de développement ou bien les personnes qui vivent dans ces pays. On doit savoir leur dire qu'il faut insister sur les mesures d'hygiène, que le médecin doit savoir prodiguer ses conseils pour les patients pour prévenir certaines maladies. Ça sera vraiment des conseils en continu. Donc, sur les mesures d'hygiène, se laver les mains avant toute alimentation. Il faut aussi boire de l'eau potable dans la mesure du possible qui est contrôlée sur le plan microbiologique parce que il n'y a pas que l'amibiase, il y a beaucoup de maladies à transmission hydrique telles que le choléra, la fièvre typhoïde, l'hépatite A, etc. Bien laver les fruits et légumes, ça doit être donc la règle pour toute alimentation non cuite. Donc, par contre, le vaccin n'existe pas. On n'a pas encore fabriqué de vaccin pour la prophylaxie contre l'amébiose. Je vous remercie pour votre attention.